OK, OK, OK. Donc voilà, donc l'enregistrement est démarré maintenant. Donc toutes vos paroles pourront être retenues contre vous. Parfait. OK. J'imagine que vous voyez, là. Right. Euh, OK. OK, parfait. On va commencer ça. Fait que, aujourd'hui, ben, on va parler de sécurité applicative ou la sécurité des applications web. Comment ça va se dérouler? Mais je vais me présenter d'abord. Ensuite, on va faire un petit TLDR d'Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Too Long Didn't Read. Ensuite, on va parler de la source des problèmes de sécurité, vraiment. C'est quoi vraiment la première chose qui fait qu'il y a des problèmes de sécurité, puis qu'on peut attaquer des applications web. Puis vers la fin, on va parler du top 10 OWASP, puis il va y avoir quelques exercices qu'on va pouvoir faire pour se pratiquer sur ces éléments-là du top 10 OWASP. Fait que d'abord, qui suis-je? Ben, Marc-Antoine Bernier, je suis un passionné de sécurité. En ce moment, je travaille comme hacker éthique senior à la Banque nationale. Ici, j'ai une petite licorne, si on veut, qui est Rainbow Dash. C'est l'image que je mets sur toutes les plateformes où ce que je me connecte. Fait que si je suis sur un site web ou dans une compétition ou de quoi, mais si vous voyez ça, il y a bien des chances que ça soit moi. Sinon, j'ai des certifications d'Offensive Security, Web Expert, Certified Professional, ou ce que c'est des certifications de sécurité, euh, autant au niveau web qu'au niveau infra ou infrastructure. Puis, j'ai un baccalauréat en génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Sinon, si vous voulez me prendre contact avec moi, Marc-en2020 sur Twitter ou n'importe où. Fait qu'avant d'aller au vif du sujet puis de trouver la source du problème de sécurité, on va expliquer un petit peu l'Internet, d'où ce que ça vient, comment que ça s'est inventé, puis ça va vraiment nous aider sur de trouver l'évolution que l'Internet a eue, puis les problèmes qu'il y avait dans le passé, puis les problèmes qu'il y a aujourd'hui, puis la grosse différence qu'il y a entre les deux. Fait que si on va un petit peu d'histoire, euh, l'Internet, ça a été euh, un petit peu construit dans les années 75, où il y a deux chercheurs qui ont qui ont bâti la suite TCP/IP. Avec ça, ils ont été capables de créer un réseau connecté de machines qui sont capables de communiquer de l'information d'une machine à l'autre avec une certaine distance entre les deux. C'est un petit peu une des 6 parties qui ont bâti l'Internet d'aujourd'hui. Si on n'est pas capable de communiquer à des serveurs qui sont distants de nous, jamais on va être capable d'avoir l'Internet d'aujourd'hui. On ne sera pas capable d'aller visiter des sites web qui sont hostés sur des serveurs de Facebook, Twitter ou n'importe quoi, du fait qu'on ne serait pas capable de communiquer avec. Ensuite, en 76, il y a le premier ordinateur vraiment commercial, ou en fait, pour des usages plus personnels, le Apple I de Jobs et Wozniak. Ça a été un petit peu l'ancêtre du personal computer. Après le Apple I, il y a eu le 2, puis plein d'autres ordinateurs qui sont arrivés. Fait que là, ça a amené un petit peu plus les ordinateurs à la maison. À partir de ces années-là, que c'était plus juste des compagnies qui avaient des machines qui étaient hyper grosses, puis qui pouvaient utiliser ça. À cette époque-là, c'était juste du traitement de texte ou presque qu'on était capable de faire. Mais s'il n'y avait pas d'ordinateur, on n'aurait pas d'Internet. Ensuite, en 87, il y a
HyperCard qui a été créé. C'était une espèce euh, d'application qui nous permettait de générer des sites ou ben, en fait des pages. Dans ces pages-là, on pouvait mettre des boutons, des images. C'est un petit peu le premier navigateur, mais encore là, on ne pouvait pas naviguer sur Internet. Ça permettait juste d'avoir des pages qui étaient sur un ordinateur local. Puis on pouvait cliquer dessus puis aller visiter ces pages-là. C'est un peu le premier renderer de contenu qui a été fait. Ensuite, en 90, le World Wide Web, il y a Tim Berners-Lee qui a créé le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui permet d'échanger des fichiers hypertextes. Fait que là, si on regarde, mettons, à partir d'ici, on est capable de échanger des fichiers hypertextes, on est capable de les renderer avec une application comme HyperCard sur notre ordinateur personnel. Puis le protocole HTTP est basé sur une stack TCP/IP si on regarde plus bas dans les layers network. Mais à cette époque-ci, c'était pas beaucoup de monde qui utilisait encore le World Wide Web. Il n'y avait pas beaucoup d'applications, il n'y avait pas beaucoup de serveurs, il n'y avait pas beaucoup de sites. Puis c'est plus en 93 puis en 98 que ça l'a vraiment débouché. D'abord, en 93, il y a eu le premier navigateur, Mosaic. Ensuite, il y a eu Internet Explorer qui est arrivé, puis il est devenu très populaire rapidement. Maintenant, c'est plus très à jour d'utiliser Internet Explorer, mais Internet Explorer a eu ses bonnes années. Ensuite, en 98, il y a eu le premier vraiment moteur de recherche de Google qui avait pas vraiment de publicité, qui était juste une barre de recherche, un petit logo de Google, puis on écrivait le contenu euh, qu'on voulait voir, puis ça nous permettait d'arriver directement à une page qui servait ce contenu-là. Fait que si on cherchait les règles d'un sport, on pouvait les trouver. Si on cherchait des recettes pour un gâteau, on était capable d'en trouver. Ou si on cherchait quelqu'un pour réparer notre toiture, mais on était capable d'en trouver aussi comme ça. Fait que c'est vraiment un des outils qui a permis de rendre accessible Internet à beaucoup de personnes. Parce qu'avant, le navigateur, il fallait connaître les URL d'où ce qu'on voulait aller. Donc là, ça allait bien pour, par exemple, 2 ou 3 sites qu'on connaît, mais c'est vraiment les moteurs de recherche qui ont permis d'agrandir le range de ce qui était accessible d'informations, puis d'avoir un petit peu une information, un accès à une information infinie euh, via Internet. Fait que si on regarde, ben, il y a eu une croissance importante. Ici, sur la gauche, on peut voir le premier serveur web de Bernay. Après avoir fait son Hyper Text Transfer Protocol, il a hosté un site web. Puis c'était sur cette machine-là. Puis vous le voyez sûrement pas, mais sur le petit collant qui est ici, il y a une note qui dit Please do not reboot du fait que c'est un serveur web. Puis là, maintenant, ça a évolué beaucoup. Là. On n'a plus une petite boîte comme ça qui host notre site web. C'est des racks de serveurs dans des fermes de serveurs d'Amazon ou de Microsoft ou de Google. Puis, c'est des machines qui sont beaucoup plus puissantes que qu'est-ce que c'était. Puis, sur la droite, on voit un petit peu la croissance. Fait que ça, en vert, c'est la ligne d'Amérique ou d'Amérique du Nord. Puis, on voit qu'en 90, c'était autour de 1% d'utilisateurs d'Internet. En 92, ça a monté un petit peu, 2, 93, 3%. 94, ça a commencé à être plus populaire. Et là, à ce moment-là, il y a eu l'arrivée des navigateurs, comme je disais.
Ensuite, si on monte plus, vers 98, quand Google est arrivé, c'était 30%. Puis 2 ans plus tard, on était déjà à 50%. Puis on voit qu'au Canada, au début des années 2000, 50% de la population du Canada était connectée sur Internet. Fait que ça fait vraiment beaucoup de personnes. Si on regarde aujourd'hui, je pense qu'au Canada, on est autour de 96% des gens qui sont connectés. Fait que c'est presque tout le monde. Puis le fait que tout le monde est connecté comme ça a amené un changement dans les technologies. D'abord, il y a plus de monde qui ont investi dans tous les sites web, les serveurs, les bases de données, tout ça. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dedans. Puis le fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça a changé aussi la façon de comment on utilise un site web. Euh, Fait que si, mettons, on va sur un site, à quoi que ça Oui. ressemble, J'aurais une petite c'est je question. vais. Oups. Ah oui, vas-y, vas-y. Désolé. En gros, est-ce que c'est vrai que l'Internet a jamais été fait en termes de sécurité? A Oui, jamais ben été c'est fait ça, pour c'est être un petit peu sécurisé, là hein? que je m'en allais avec ça. C'est à cause que au début, les sites web, ils ont été faits pour partager de l'information. Tu sais, l'Internet, c'était basé sur un peu le ARPANET qui avait été bâti avant, puis avant ça, un autre réseau qui avait été bâti pour l'armée, qui est une façon de décentraliser des communications entre des endroits qui étaient importants aux États-Unis. Comme ça, si les États-Unis se faisaient attaquer, puis un point était détruit, mais ça allait pas briser toute la chaîne de communication du pays, puis être capable de communiquer de plusieurs façons. Fait que c'est un gros réseau distribué. Après ça, ce même concept-là a été repris par des universités américaines pour échanger des documents de recherche sur différents sujets. Fait que ça permettait à des universités d'aller sur un genre de réseau privé qui était plus large qu'un LAN. Puis ça permettait d'échanger des documents. Fait que ça servait des documents de recherche qui étaient publics-ish entre les universités. Puis là, au début, l'Internet, c'était vraiment j'affiche une page, j'affiche mon blog, j'affiche des photos que j'ai prises. Puis c'est moi qui host mon site web. Puis les utilisateurs, ils regardent le contenu, puis ils vont apprécier ou pas qu'est-ce que j'ai mis. Puis c'est là que ça arrête. Euh, Fait que plus que ça a avancé, plus qu'il y a eu de fonctionnalités qui ont été ajoutées, plus que ça a changé la sécurité euh, des applications web. Au départ, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est qu'on voulait protéger notre serveur web pour pas qu'il se fasse attaquer. Puis, une fois qu'on avait protégé notre serveur web, euh, on voulait le protéger pour pas que des attaquants mettent du contenu malicieux puis qui attaquent les clients en leur faisant télécharger des pièces jointes malicieuses ou des trucs comme ça. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont des vecteurs d'attaque. D'abord, on a des sessions, on est connecté sur des sites, on est authentifié. Ensuite, on, il y a de l'information qui est échangée entre le client et le serveur. Fait que si, mettons, on va sur notre site web de banque, ça n'existait pas en 94. Là. On n'allait jamais sur un site pour faire des transactions bancaires. Puis toutes ces fonctionnalités-là qui ont été ajoutées, c'est des nouveaux vecteurs d'attaque qui ont apparu. Puis c'est ça fait que un peu au départ, l'Internet, ça a été bâti pour partager de l'information. C'est une source infinie d'informations. Mais là, c'est rendu plus que juste un partage d'informations. Puis c'est là qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont apparus, puis que des différents problèmes de sécurité. Il y a toujours eu des problèmes de sécurité, mais il y a différents problèmes qui sont apparus avec ça. Là. Ok, est-ce que ça répondait à ta question? Hein? Oui, merci. Ah, pas trop. Puis si vous en avez d'autres des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour les poser. Là. Euh, Fait quoi, si on regarde un petit peu plus comment à quoi que ça ressemble l'utilisation d'Internet, je vais sur mon ordinateur, j'écris un URL ou je vais chercher sur Google pour trouver un URL.
puis mon navigateur fait une requête sur le World Wide Web au serveur web, puis le serveur web va cruncher ma requête, puis il va me répondre son message, puis là, je suis bien content d'avoir reçu le contenu que je cherchais. Mais ça, c'est une explication un petit peu simple de à quoi ça ressemble l'utilisation d'Internet. Si on regarde plus en détail, qu'est-ce que le navigateur envoie? Ça va ressembler à ça. D'abord, il va avoir une première ligne qui est la ligne de requête, qui va commencer par une méthode HTTP. Fait que soit un get, un put, un post, option, il y en a plein qui existent. On peut même créer nos propres méthodes si ça nous tente. C'est pas vraiment recommandé, mais on peut le faire. Ensuite, on a le path de la ressource qui est demandé. Donc ici, je vais chercher la page select/selectbeertaste.jsp. Ça, c'est le contenu qu'on veut aller récupérer. Puis ensuite, on va avoir les paramètres de la requête. Fait qu'on veut une bière qui est plus foncée, puis qui goûte le malt. Puis à la fin, ben, on a le protocole qu'on utilise. Donc ça, c'est une autre chose qui a changé aussi beaucoup. Il y a des protocoles qui ont évolué dans le temps pour permettre plus de fonctionnalités. Puis, avec toute évolution, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Comme là, maintenant, une des choses que les attaquants font, c'est qu'ils vont changer le protocole pour mettre une version plus récente de HTTP, je pense que c'est 2.0. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va échanger la requête en un format qui est plus binaire au lieu d'être dans un format plus texte. Puis, qu'est-ce que ça fait ça? C'est qu'il y a beaucoup de firewalls qui sont utilisés qui ne supportent pas de filtrer des requêtes qui sont binaires. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est qu'en faisant ça, on est capable de bypasser des firewalls puis mettre des arguments qui seraient normalement bloqués du fait que qui ont l'air malicieux par le firewall. Puis là, ça va les bypasser. Fait que ça, c'est une évolution des protocoles. Puis, comme je disais, quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent ou des évolutions, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Fait que c'est à toutes les fois qu'on fait un pas de l'avant, il faut s'assurer que tout ce qu'on a fait dans le passé fonctionne encore, puis de s'assurer qu'on soit encore protégé. Il y a une question dans le chat. Ouais. OK. Ouais, ben, c'est une bonne question. Si on regarde ici, on voit que il n'est pas écrit HTTPS nulle part dans les headers de la page. Comment que ça fonctionne? C'est que on va avoir l'endroit où ce qu'on veut parler qui est ici. Puis notre browser, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder le nom du domaine qu'on va aller récupérer. Puis il va aller trouver l'adresse IP de ce serveur-là. Une fois qu'il a cette adresse IP-là, il va faire il va faire une requête vers ce serveur-là, cette adresse IP-là. Puis une fois qu'il fait cette requête-là, dépendamment si on a mis HTTP ou HTTPS devant notre URL, le serveur il va se connecter sur le port 80 ou le port 443 généralement. Puis s'il se connecte sur le port 443, le navigateur est configuré pour faire un handshake avec le serveur pour faire des communications en HTTPS. C'est un peu comme ça que le navigateur va établir la connexion sécuritaire. Au niveau du serveur web, comment on va faire ça? C'est qu'on va d'abord se signer un certificat. Pour faire ça, ben, on va générer soit un certificat localement ou on va utiliser une autorité de certification pour signer notre certificat. Puis une fois que c'est fait, on va dire à notre framework web, par exemple Apache ou quelque chose comme ça, on va dire
permet d'établir des connexions HTTPS qui vont être sur le port 443, puis utilise ce certificat-là. Fait qu'une fois que quelqu'un se connecte sur le port 443, ben, il va utiliser notre certificat pour établir une connexion sécurisée avec le client. Est-ce que ça répondait à la question? Je pense que oui. Ah, parfait. Ensuite, dans notre requête qu'on fait, on a des request headers. Fait qu'ici, c'est tous les headers qui vont être envoyés. Fait que, on a notre user agent qui va dire au serveur web, moi, je me connecte. Puis là, dans cet exemple-là, c'est un Mozilla qui est sur un Macintosh. Puis on a l'air d'utiliser Netscape. Là. Fait que, ça nous dit c'est quoi le navigateur qu'on utilise, puis c'est quoi la plateforme. Fait que si, mettons, j'étais sur mon cellulaire, ben, ça envoyerait que c'est par exemple, que c'est un iPhone que je me connecte dessus, puis ça va envoyer le modèle du iPhone, fait qu'on peut déjà, le serveur web peut déjà nous servir une page qui est adaptée à notre user agent directement. Ensuite, on va demander qu'est-ce que j'accepte comme data. Puis là, ça, c'est juste des pondérations. Fait que je préfère avoir du HTML à 90% ou ouais, c'est ça, du texte XML. Ensuite, un point 8 que c'est du plain text. Puis après ça, je veux des images, tout ça. Puis après, un point 1 que c'est autre chose. Si le serveur web, il permet de servir euh, plusieurs types différents de contenus, il va se fier aux pondérations que le client envoie pour savoir qu'est-ce qu'il préfère. Parce que par exemple, euh, sur un navigateur, ben, je ne vais pas vouloir recevoir la même chose que sur mettons, un embedded device. Là, je sais pas, ça serait quoi le contexte d'utilisation, mais si j'avais une machine moins puissante, peut-être que je préférais avoir du plain text plus que du HTML. Fait que, ça permet de savoir qu'est-ce que le client veut recevoir. Ensuite, on a le langage qui est accepté. Fait que si je m'attends à recevoir du texte qui est en anglais US, puis d'autres informations sur quel encodage qu'on veut avoir. Est-ce qu'on va compresser la requête ou on l'envoie directement sans compression? Puis c'est quoi le texte que je m'attends le charset que je m'attends à recevoir? Fait que là, on voit que ici, la requête, il y a beaucoup d'informations qui sont envoyées que le client est même pas, il est même pas au courant qu'il envoie cette information-là. Fait que si je reviens un petit peu à comment l'Internet s'était utilisé en 1995 versus aujourd'hui, ici, on a le site example.org. Puis, je suis juste dans un outil Burp qui permet d'intercepter des requêtes puis de modifier leur contenu. Fait qu'ici, je suis juste allé directement sur le site de example.org, puis on peut voir en haut la requête que ça l'a fait. Fait que j'ai fait une requête sur le slash, avec la page root ou la page racine du site. Ensuite, on voit le host où ce que j'ai fait la requête. On voit mon user agent, puis mes informations. Puis une fois que c'est fait, le serveur web me répond le contenu de la page. Fait que ça, c'est un domaine qui est juste utilisé pour des exemples, fait qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Mais ça représente bien c'était quoi les sites Internet v'là 20-25 ans. C'était vraiment juste, je vais sur un site, il y a mon contenu qui est là, puis mon expérience a fini là. J'ai accès à l'information que je voulais avoir. Si on regarde un petit peu plus Facebook, si je m'en vais sur Facebook, ça ici, c'est une des 50 requêtes qui a été effectuée quand je suis arrivé sur le login de Facebook. Donc là, on voit déjà que il y a beaucoup plus de requêtes qui sont effectuées. Puis, si on regarde plus en détail, ben, on voit que je fais une requête post, qu'il y a des paramètres dans l'URL, j'ai des cookies qui sont setés, puis j'ai un body avec des paramètres qui sont extrêmement longs.
Puis ça, c'est une des 50 requêtes. Fait qu'il y a 49 autres requêtes comme ça qui sont faites juste pour loader le login de Facebook. Fait qu'il y a vraiment eu un changement entre qu'est-ce que le navigateur fait, puis c'est dû principalement par le fait que les technologies nous permettent de le faire. Si on voulait loader, mettons, le login de Facebook, avec un navigateur de 94 ou puis qu'on voulait faire ça avec la bande passante qu'on avait quand on connectait notre Internet dans notre prise de téléphone. Euh, ça va prend au-dessus d'une demi-heure loader le login de Facebook, puis il n'y a rien sur cette page-là. Excusez-moi. Fait il y a le fait que les ordinateurs sont plus puissants, ils sont capables de renderer des pages qui sont beaucoup plus belles, puis qui sont capables de le faire rapidement aussi. Fait que ça, c'est un gros changement qui a permis de faire beaucoup plus de choses sur les sites. Et si on regarde un peu les différences de example.org puis de Facebook, ou si on veut, d'un site avant les années 2000 versus un site en 2020. Ben, avant, c'était du contenu qui était statique. Tous les clients voyaient la même chose, tous les clients interagissaient de la même façon avec le site. Maintenant, c'est rendu des expériences personnalisées, c'est du contenu dynamique pour chaque client. Quand on se connecte, on voit du contenu qui fit notre profil, on voit des publicités qui sont adaptées à nous, on voit l'information de nos amis. Name it, c'est vraiment une expérience custom pour chaque personne. Avant, c'était non authentifié, maintenant c'est toujours authentifié. Tracking versus pas de tracking. Peu de publicité ou pas de publicité versus beaucoup de publicité, ou des publicités cachées, si on veut, dans le contenu. Puis, il y a le nombre de requêtes qui a vraiment varié, où ce qu'on avait peu de requêtes pour voir le contenu sur un site, puis maintenant on est rendu à des dizaines et des dizaines de requêtes pour voir le contenu d'une seule page, là, ultimement. Fait que c'est quoi la source des problèmes de sécurité? C'est la même source depuis le début des applications web. C'est juste que la surface d'attaque a grandement augmenté. C'est les entrées arbitraires des utilisateurs. Quand les utilisateurs remplissent des formulaires, ils vont mettre des informations. On s'attend à avoir des données qui sont définies d'une certaine façon. Puis si l'utilisateur décide de rentrer d'autres choses, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, sauf si on s'est assuré de bien les protéger, ces fonctionnalités-là. Il y a un exemple de ça, c'est si, mettons, je demande l'âge d'un client, puis j'ai un formulaire qui dit quel est ton âge, puis le client, il écrit 18 ans, ou il écrit 18 pour dire qu'il a 18 ans. On s'attend à recevoir un chiffre. Puis on va utiliser ce chiffre-là pour le stocker, mettons, dans une base de données ou pour faire un traitement, puis dire bravo, t'es majeur, blablabla, n'importe quoi. Mais si le client il décide d'écrire QWERTY au lieu d'un chiffre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que notre serveur web va essayer de caster cet input-là en un integer? Puis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va lancer une erreur? Est-ce qu'il va afficher une stack trace? Est-ce que c'est la base de données qui va avoir une erreur parce qu'on a essayé de stocker du texte dans une colonne qui était des chiffres? Ou le serveur web va juste l'utiliser puis il va rien faire avec ça. Puis, fait que ça va vraiment dépendre de comment qu'on handle l'information des utilisateurs. Fait que si on revient ici, d'abord, il y a le client qui est capable d'écrire des données qui sont mal formées dans un formulaire, puis les envoyer au web server. Mais vraiment, l'endroit qui est problématique, c'est celui-là ici, dans le carré rouge.
Un carré rouge, c'est qu'on a ultimement l'ordinateur du client ou le navigateur qui a établi une connexion vers le serveur web. Puis, cette connexion-là est établie à partir du portable ou de l'ordinateur du client, puis est envoyée vers le serveur web. Mais ultimement, toute la requête qu'on voyait avec la ligne de requête, avec la méthode, par exemple le get, les paramètres, tous les headers, c'est tout envoyé au niveau du client. Fait que c'est toutes des données qu'on ne peut pas faire confiance parce que le client pourrait juste décider du fait que c'est tout lui qui les envoie, il pourrait décider de les changer puis de mettre du contenu malicieux puis essayer d'attaquer notre serveur web. Fait que, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux entrées utilisateurs. Peu importe si c'est des utilisateurs qui sont authentifiés, que c'est des administrateurs, que ça soit de nos clients qui payent pour accéder à une plateforme. Il ne faut jamais faire confiance aux entrées utilisateurs. Parce qu'il y a deux parties. On ne sait jamais quand qu'un utilisateur peut être malicieux, du fait que peut-être que notre utilisateur il est légitime, il est gentil, il ne va pas nous attaquer, mais il n'y a rien qui dit que cet utilisateur-là ne va pas se faire voler sa session. Il pourrait se faire voler son mot de passe, il pourrait avoir un mot de passe faible, puis un attaquant pourrait utiliser cette ce compte-là, ces permissions-là pour attaquer notre site. Puis, de l'autre côté, des fois, des utilisateurs font des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Je me souviens, une année, il y avait eu un problème sur une des applications d'un de mes amis avait fait. Puis, il était comme, je comprends pas qu'est-ce qui marche pas. Puis, qu'est-ce que le client faisait? C'est qu'il il draguait un fichier dans un input, dans une boîte dans un field qu'il fallait qu'il remplisse. Puis je ne sais pas pourquoi que le client faisait ça, mais en gros, ça mettait plein de caractères spéciaux dedans le input. Puis une fois que ça faisait ça, quand le serveur recevait cette information-là, la requête, elle crachait, puis le formulaire ne marchait plus. Fait que c'était un utilisateur qui utilisait le site d'une façon qui n'était pas correcte. Il ne voulait pas attaquer rien, mais le formulaire ne fonctionnait plus du fait qu'il n'y avait pas assez de validation qui était faite, puis c'était pas handlé comme il faut. Fait que tu sais, c'est bien beau se dire je veux protéger mes inputs. Alors, je vais checker s'il y avait des questions. Est-ce quelqu'un qui a des questions sur ça? Non, ça a l'air pas pire. Fait que ouais, c'est bien beau de dire qu'on veut pas faire confiance aux inputs utilisateurs, mais comment qu'on fait ça, pas faire confiance aux inputs utilisateurs? C'est quand même une tâche qui est assez difficile, mais un bon endroit où commencer, c'est avec le top 10 de WASP. Fait que d'abord, c'est quoi OWASP? OWASP, c'est le Open Web Application Security Project. Qu'on voit, on parlait de sécurité des applications web. Là, on a le projet open source de la sécurité des applications web. C'est vraiment une bonne source d'information. C'est un OSBL, puis il y a plusieurs ressources qui sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Tu as des documents qui expliquent comment sécuriser des applications. Il y a des outils qui permettent de faire des reviews autant au niveau du code source que pour faire des tests de sécurité sur des applications. Puis, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent différents concepts de sécurité. Fait que c'est vraiment une bonne source d'information. Puis, ils organisent aussi des événements pour promouvoir la sécurité. Fait que souvent, il va y avoir des talks un peu comme aujourd'hui qui vont être disponibles sur YouTube ou qui vont avoir des concepts de sécurité plus poussés qui vont être expliqués. Marc-André, Marc-Antoine, pardon, c'est Julien, salut. OWASP, on a un atelier spécifique sur OWASP, le top 10 aussi, cette semaine. OK. Donc, juste t'avertir pour pas, si tu te sens un peu rushé dans le temps, là, n'hésite pas aussi
à, à prendre moins de temps, si tu veux, sur toutes les Ok. vulnérabilités. Est-ce que ça allait, ben, je vais juste l'adapter, est-ce que ça allait vraiment sur comme chaque élément du top 10, puis comme en détail, comme voir du code sur comment Non, c'est ça, l'exploiter? c'est plus les corrections. Puis ils ont accès aussi à Cyclocard Warrior, là, donc la plateforme Ok, de ok, ok. programmation. Donc ils Ok. vont aussi Ah faire ben des parfait. exercices. Fait que Donc moi c'est j'ai juste tout. t'adapter là. Si ton contenu est prévu pour couvrir les 10, ne change pas. Ouais, ben je passais rapidement sur les éléments, Parfait. mais j'avais plus la partie attaque que la partie correctif, fait Défense. qu'on OK, bah, ça parfait. s'empiète pas, Excellent. on s'empiètera pas trop. Ouais. Fait que ben, le top 10 OWASP, euh, en gros, c'est un top 10 des problèmes de sécurité qui existent euh, dans des applications web. C'est un top 10 qui est mis à jour pas annuellement, mais presque, où ce que OWASP, l'organisme, identifie c'est quoi le top 10 des problèmes les plus présents dans les applications web qui ont été attaquées. Puis j'utilise beaucoup d'informations, autant des rapports sur des brèches qu'il y a eu, euh, que des études qui ont été faites par des fournisseurs de firewall, de protection, tout ça. Euh, Puis ils vont, c'est ça, faire un top 10 des problèmes qui existent. Fait que si on va comme ça rapidement, le problème qu'il y a, c'est des injections. En gros, ça permet d'exécuter des commandes arbitraires dans un interpréteur, mettons SQL, puis ça va permettre d'accéder à des données sans les autorisations appropriées. Fait que par accéder, on sous-entend qu'on peut parfois lire, parfois on peut écrire, puis dans certains cas, on peut même détruire. Ici, on a une petite BD de XKCD où ce que on a l'école qui appelle euh, un parent, puis qui dit il y a des problèmes d'ordinateur. Puis le parent est comme, oh mon Dieu, est-ce que genre, mon enfant a brisé quelque chose? Puis l'école qui demande, est-ce que vous avez vraiment nommé votre enfant Robert, apostrophe, ferme parenthèse, point virgule, drop table students, point virgule et dash dash qui est un commentaire. Puis le parent qui dit Oh yes, little Bobby Table, we call him. Puis en gros, qu'est-ce qui vient d'arriver, c'est que euh, quand le parent a inscrit son enfant dans l'école, cette information-là, elle s'est écrite à quelque part, sûrement dans un formulaire, un système informatique. Puis ce paramètre-là a été utilisé pour faire une requête à une base de données. Puis là, la requête vers la base de données, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est, mettons, un insert, euh, un nouvel étudiant dans la base de données, mais là, la requête a été altérée pour dire de supprimer la base de student. Puis là, le parent est comme, ben, j'espère que vous avez appris à sanitiser vos inputs utilisateurs. Fait que, ici, c'est un paramètre qu'on n'a pas sanitisé, qu'on n'a pas sécurisé, si on veut, validé. Puis, on l'a utilisé directement dans une requête SQL. Puis, un attaquant, avec ça, ben, il est capable d'altérer cette requête-là, puis de faire exécuter des commandes arbitraires à l'interpréteur. Fait que ça peut être autant au niveau d'une base de données que directement le système d'exploitation. C'est vraiment où ce que n'importe quel interpréteur qui existe, mettons, on aurait un interpréteur JavaScript, ben, si on est capable de modifier le contexte de ce qui est envoyé, on va être capable de faire exécuter des commandes à l'interpréteur, puis dans certains cas, prendre le contrôle du système qui est vulnérable. Ensuite, on a l'authentification brisée, où ce que c'est une mauvaise implémentation au niveau de l'authentification. Fait que si on regarde un petit peu le GIF que j'ai ici, on a une porte qui permet, avec un code, puis il faut connaître le code pour rentrer, la porte est barrée, mais il y a des barreaux, puis on est capable de passer notre main pour ouvrir la porte directement. Fait qu'ici,
Normalement, on devrait avoir un mot de passe qui est le code pour débarrer la porte, mais on n'en a pas besoin pour rentrer. Fait qu'on on est juste capable de bypasser l'authentification. Puis, qu'est-ce que ça permet de faire aux attaquants? Ben, c'est de compromettre des mots de passe, des clés ou des jetons de session. Puis, ultimement, ça permet d'usurper l'identité des utilisateurs. Fait que si on réussit à voler l'identité d'un admin, on va avoir tous les privilèges de cet admin-là. Puis, on va pouvoir peut-être déliter des trucs ou servir du contenu malicieux aux clients du site. Ensuite, on a l'exposition de données sensibles. En une phrase, ça se résume en protection déficiente des données. Fait que ici, on voit un ordinateur avec un post-it qui a le password qui est écrit dessus. Fait qu'ici, clairement, on expose des données sensibles. Puis toutes les personnes qui vont passer à côté de notre ordinateur, même s'il est locké, ben, ils vont pouvoir le délocker parce que le mot de passe est écrit là. C'est pas toujours des mots de passe que des données sensibles, c'est vraiment large. Ça peut être, excusez-moi, ça peut être des mots de passe, ça peut être des données clientes, fait que ça peut être des informations où ce que le client habite, ça peut être des informations de carte de crédit, ça peut être plein de choses. C'est des données qui sont souvent plus sensibles, plus privées, qui ne devraient être pas disponibles à tout le monde, qui sont accessibles sur un site du fait qu'ils ne sont pas bien protégés. Puis, les attaquants, ils vont utiliser ça généralement pour faire de la fraude ou du vol d'identité. Ensuite, on a les entités externes XML. Ça, c'est de quoi qui est dans le top 10, mais que j'ai fait beaucoup de tests, puis je le vois rarement que des développeurs vont utiliser du XML. J'en sais plus à jour, il n'y a plus personne qui veut vraiment utiliser ça. Donc là, ici, on voit Michael qui est vraiment un petit peu déçu qu'un API third party utilise du XML au lieu du JSON. Puis c'est généralement la face que je fais quand je vois du XML sur un site web. Ici, le problème, c'est que le processeur de XML est mal configuré. Puis, ça va permettre de parser des entités externes. Puis, quand on parse des entités externes, ça permet de lire des fichiers sur des serveurs. Ça permet de faire du port scanning. Puis, on peut presque toujours faire du déni de service. Fait que, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut configurer le parser pour que les entités externes soient ignorées. C'est comme ça qu'on va se protéger. Ensuite, un autre problème, puis lui, il est un petit peu lié à l'exposition de données sensibles, si on veut. Si, mettons, on a une API, puis ça permet de récupérer les informations de tous les clients, il y a un contrôle d'accès brisé qui permet d'afficher des données sensibles. Fait qu'on a une exposition de données sensibles, puis un contrôle d'accès brisé. Fait que ce top 10-là, OWASP, c'est comme des points de départ. Là. On a des éléments on a des problèmes de sécurité qui peuvent être embarqués dans plusieurs éléments du top 10. Ultimement, c'est pas grave si dans un cas vous dites c'est un contrôle d'accès brisé, mais qu'en réalité c'est une exposition de données sensibles et vice-versa. C'est juste important qu'on soit au courant des problèmes qui existent, puis on sache c'est quoi les correctifs qui sont appliqués. Fait que, un contrôle d'accès brisé, ben, c'est des restrictions qui ne sont pas correctement appliquées. Si on voit cette image-là, vous risquez de déjà l'avoir vue sur Reddit ou Name It. On a un collège qui dit qu'on n'a pas le droit de cellulaire, de boire de l'alcool, de manger puis de fumer sur le campus. Puis là, on a un rebelle, un hacker qui est là puis qui fait toutes ces choses-là en même temps. Fait qu'ici, le contrôle d'accès, c'est un peu de dire on n'a pas le droit de faire ça, mais s'il n'y a personne qui s'assure qu'on n'a pas le droit des agents de sécurité qui passent puis qui empêchent les gens de le faire, on peut le faire quand même. Fait qu'un contrôle d'accès brisé, c'est vraiment ça. On a des restrictions qui existent, mais on
regarde pas si les restrictions sont vraiment bien appliquées. Puis ça permet aux attaquants d'accéder à des données ou des fonctionnalités qui ne devraient pas avoir accès. Fait que si, mettons, on a une plateforme qui permet de gérer les informations des utilisateurs puis de voir un peu toute le data des utilisateurs, ben, on va être capable d'utiliser la fonctionnalité qui est disponible seulement pour les administrateurs, du fait qu'elle n'est pas bien protégée, puis d'attaquer le site comme ça. Ensuite, on a les mauvaises configurations de sécurité, ça le dit dans le nom. C'est des configurations qui sont soit par défaut problématiques, soit incomplètes ou problématiques. Il faudra une virgule ici. Un exemple, c'est des mots de passe par défaut. Fait qu'ici, si on a une image, on a un tapis, puis il y a une clé en dessous du tapis, le classique, mais le tapis a des trous, puis on voit la clé. Fait que ça, c'est un peu l'équivalent d'avoir un password, un login qui est admin avec le password admin. Ça arrive assez fréquemment dans les sites qu'on configure. C'est souvent le mot de passe par défaut. Fait que si on a ça, ben, peu importe comment que notre application est sécurisée, peu importe comment qu'on a de protection qu'on a mis, il y a quelqu'un qui peut juste, il arrive, il voit la clé, il apprend, puis il rentre dans notre maison, puis il va pouvoir voler tout ce qu'on a dans notre maison, dans notre application. Fait que c'est très problématique. Puis, dans certains cas, des mauvaises configurations, ça permet une compromission complète du système, là. Fait que si on trouve la clé de la maison, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en passer dans la maison quand on n'était pas là. Ensuite, on a le XSS, que c'est des données qui sont non validées. Fait que, comme c'est de quoi qui vient, qu'on a vu à l'injection, c'est quoi qu'on a vu au XXE. C'est souvent des données du client qui ne sont pas validées. C'est de là Never Trust User Input, qui est comme la source de tous les problèmes. C'est vraiment ça, où c'est le client qui envoie de quoi, puis nous, on a trop fait confiance à cette donnée-là. Dans ce cas-là, dans le cas du XSS, ben, c'est qu'on va être capable d'exécuter des scripts sur le serveur, pas sur le serveur, sur le browser du client. Puis, on va être capable de voler la session, on va être capable de faire les mêmes actions que l'utilisateur est capable de faire. On va être capable d'altérer des sites, modifier le HTML du site. Puis, on est aussi capable de rediriger vers des sites malveillants. Ici, on a un exemple, Andy, qui a trouvé un XSS sur l'application TweetDeck, qui permet de gérer un peu notre Twitter, puis de voir tous nos follow qu'on a. Toutes les personnes qu'on follow, puis voir ça d'une façon qui est un petit peu, qui ressemble plus à un dashboard, plus que juste un feed comme Twitter. Puis Andy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ce script-là. Il a envoyé une balise script, puis dans le script, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va trouver la classe parent de ce script-là, puis il va le sélectionner. Il va sélectionner le bouton retweet, en fait. Puis, il va automatiquement cliquer dessus. Puis, une fois que c'est fait, il va faire une alerte qui dit qu'il y a un XSS dans TweetDeck. Fait que Andy, il a posté ça sur Twitter. Puis là, toutes les personnes qui ont vu ce post-là, ils ont retweeté automatiquement ce tweet-là. Puis, ultimement, il y a 83 000 personnes qui l'ont retweeté. Il y a 83 000 personnes qui l'ont vu dans TweetDeck. Puis ça, c'est 83 000 personnes où ce qui auraient pu voler leur session. Il aurait été capable d'envoyer des private messages puis se faire passer pour tous ces utilisateurs-là. Il aurait pu poster en tant que ces utilisateurs-là sur ces pages-là. Fait que si on a une page, mettons, une page d'une entreprise qui gère son Twitter sur TweetDeck, ben, il aurait pu se faire passer pour cette entreprise-là sur Twitter. Puis il aurait pu faire un post disant on a une nouvelle promotion.
allez vous enregistrer ici, puis tous les clients de cette entreprise-là qui auraient vu le post sur Twitter, ils auraient pu cliquer sur le lien, puis là, ils auraient pu voler les informations de ces clients-là. Fait que ça peut être assez problématique, cette attaque-là. Puis c'est un peu ce genre d'attaques-là qui ont été faites dans le passé, qui ont mis de la visibilité sur cette attaque-là. C'est un problème qui existe depuis le début d'Internet. Puis c'est de quoi qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de visibilité dans le passé, du fait que c'est une attaque qui s'attaque directement au client et non pas au serveur. Fait que le serveur web, lui, euh, va pas vraiment avoir de problème, mais c'est vraiment les clients singulièrement qui vont se faire attaquer. Puis c'est quand on a des exploits comme ça qui sont un peu wormable, qu'on dit, où ce que, à toutes les fois que quelqu'un retweet l'information, ça va l'afficher à tous ses followers, puis les followers vont le voir, fait qu'ils vont le retweeter, puis ça va faire cette boucle-là, puis ça va grossir vraiment rapidement. Euh, Fait que ça peut être vraiment dangereux. Puis Andy, c'est pas le premier qui a fait ça. Avant ça, il y a eu un XSS comme ça qui a été fait dans MySpace par un gars qui s'appelait Sammy. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Ce XSS-là, il ajoutait Sammy dans ses amis, puis ça faisait un post qui disait Sammy is my hero. Puis ça mettait ce payload-là de XSS dans ce post-là. Fait que toutes les personnes qui ajoutaient Sammy dans ses amis, ça faisait que chaque ami de cet ami-là allait ajouter Sammy dans ses amis. Puis en gros, en dedans de comme une journée ou presque, il y avait au-dessus d'1 million d'amis sur MySpace. Puis Sammy est un petit peu battrippé quand il a vu ça. Fait qu'il il a délité son compte MySpace. Puis quand il est retourné dessus, la plateforme MySpace ne fonctionnait plus. Fait qu'il a réussi somehow à briser MySpace avec un XSS. C'est le genre d'attaque que je suggérerais à personne de faire, là, parce que ce gars-là, il a fait de la prison pour ça. Euh, Mais tu sais, c'est de quoi qu'il aurait pu se faire passer pour toutes ces personnes-là. Il aurait pu abuser des liens de confiance qu'il y avait entre des amis dans des chats, tout ça. Fait que c'est vraiment dangereux. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Comment est-ce que la loi handle, dans le fond, dans le fond, est-ce que c'est un crime quand tu brises un site de quelqu'un d'autre? C'est handlé comment, dans le fond? Comment ils Ouais. appellent ça? C'est-tu de la destruction de propriété? C'est un vol? C'est quoi, genre? Ça tombe dans la catégorie c'est utilisation d'un système informatique de façon non autorisée. C'est comme ça le nom large, là, genre c'est vraiment pas exact, mais c'est proche de ça. Puis en gros, il y a trois sections dans sous-sections de ce titre-là. Puis les trois sous-sections, c'est d'abord, est-ce que j'avais l'autorisation d'utiliser ce site web-là? D'utiliser ce système informatique-là. Ensuite, est-ce que j'ai fait de façon malicieuse, si on veut. Puis, il y en a un autre que je me souviens pas. Ça doit avoir rapport mais avec peu les importe. dommages causés, en général. Ouais, ça se peut que ça soit ça. Puis en gros, genre, pour être reconnu coupable, il faut que que tu aies deux des trois critères qui soient là. Puis une utilisation non autorisée d'un système, ben c'est toutes les fois que tu attaques un système, c'est ça que tu fais. Du fait que mettons une injection, tu vas réussir à exécuter quelque chose qui n'était pas prévu sur le serveur. Fait que tu exécutes du code sur le serveur, puis tu n'étais pas autorisé à faire ça. Un XSS, tu exécutes du JavaScript sur le browser d'un client, puis tu n'as pas eu la permission d'exécuter du JavaScript sur ce navigateur-là. Fait que tu respectes pas ça encore. Fait que c'est vraiment
c'est vraiment catégorique, là, si on veut, là, puis on veut pas, genre, on veut jamais attaquer un système qu'on n'est pas autorisé à faire, autorisé à attaquer, là. Il y a plein d'endroits, puis je vais vous en parler tantôt, où ce qu'on peut se pratiquer légalement, puis qu'on est autorisé, fait qu'on préfère faire ça. Puis une fois qu'on s'est pratiqué, là, après, on peut aller chercher des autorisations pour tester d'autres trucs. Mais tu sais, puis aussi les peines, ils sont assez intenses sur tout le hacking, puis la sécurité de l'information, du fait que c'est de quoi où ce que, tu sais, par exemple, si j'étais pour hacker un ordinateur de mon voisin pour récupérer l'information qu'il y a dessus, euh, j'aurais genre facilement un 4 ou 5 ans de peine là, qu'on pourrait avoir sur cet accès à cet ordinateur-là. Euh, Puis si je fais juste rentrer chez mon voisin, puis je prends son ordinateur physiquement, puis après ça, je l'utilise, euh, je risque d'avoir, tu sais, 1 ou 2 ans euh, de peine, là. Fait que, tu sais, les peines pour tout ce qui est sécurité informatique, c'est vraiment plus élevé que d'autres choses, parce que c'est de quoi qui est assez nouveau. Fait qu'il y a des peines qui sont vraiment dures. Fait que je recommande à personne d'attaquer des systèmes qui sont non autorisés, là. Si vous voulez attaquer vos propres systèmes, c'est fine, là. Si vous montez un site web, puis vous le hostez sur un Amazon, quelque chose, puis vous voulez le tester, il n'y a aucun problème avec ça. Ou si vous voulez le tester le site d'un de vos collègues ou de quoi, mais assurez-vous que vous avez le droit, puis que c'est facile d'aller se trouver des problèmes en faisant ça, là. Fait que si, ouais, ça répondait, ouais. Oui. Parfait. Ensuite, on a la désérialisation non sécurisée. Ça, en gros, c'est un concept qui est plus rarement utilisé. On voit souvent ça en Java dans des clients lourds. Ça arrive parfois dans des sites web, mais en gros, c'est des objets sérialisés. Fait comment c'est utilisé? C'est que si, mettons, j'ai 2 applications Java, des exécutables, puis ces 2 applications-là doivent s'échanger de l'information. Fait que j'ai des objets Java qui vont contenir, par exemple, mon profil. Puis, si je veux pas passer par puis stocker mes informations dans un fichier de config ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre ma classe, puis la faire implémenter serializable ou un équivalent. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va prendre l'objet Java ou l'objet .NET, puis ça va sérialiser cette classe-là, cet objet-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre cet objet sérialisé-là, puis le donner à l'autre système, puis juste désérialiser cet objet-là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rebâtir exactement le même objet qu'on avait sur l'autre système. Fait que ça permet d'échanger de l'information assez facilement entre 2 systèmes qui n'ont pas nécessairement de fichiers de config ou des fichiers de stockage temporaire. Le problème avec ça, c'est juste quand on le fait sans protection, ça va souvent permettre d'exécuter du code sur les serveurs. Un exemple ici, on a un orange qui était sérialisé. Ben, si j'envoie cet orange sérialisé-là au client, puis le client se rend compte que c'est une orange sérialisée, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est changer le contenu, puis mettre une pomme, puis resérialiser ça comme une orange. Fait qu'une fois que le serveur web va recevoir ça, il va désérialiser l'orange, puis là, il va s'attendre à avoir une orange ou il va avoir une pomme. Fait qu'il va être capable, l'attaquant dans ce contexte-là, va être capable de changer un peu le contexte d'exécution. Puis, il y a vraiment beaucoup de cas où on est capable directement d'exécuter du code arbitraire, puis de prendre le contrôle du serveur. On est capable de faire des dénis de service avec ça, de lire des fichiers, puis parfois de bypasser certaines protections qu'il pourrait avoir. C'est par exemple, dans mon objet sérialisé,
je pourrais avoir une fonction qui valide est-ce que le client est administrateur, puis l'attaquant pourrait changer cette fonction-là pour faire tourner toujours vrai. Fait que comme ça, il permettrait d'élever ses privilèges dans l'application web. Ensuite, on a l'utilisation de composants avec des vulnérabilités connues. J'aimais bien cette image-là. Hello, my name is insecure. Puis c'est vraiment d'utiliser des librairies, des frameworks ou des modules qui ont des vulnérabilités, qui sont documentées sur Internet. Puis ça, qu'est-ce que ça permet aux attaquants? C'est d'attaquer les systèmes plus facilement. Si, mettons, je vais sur un site, je vois que tu utilises WordPress, puis tu utilises une vieille version de WordPress, je google cette version-là, puis je mets vulnérabilité ou exploit à côté, puis j'ai une liste de 50 exploits qui existent pour attaquer cette version-là de WordPress-là. Je vais juste tout lancer les exploits, puis en dedans de 10-15 minutes, je vais avoir accès à ton WordPress. Donc, en gros, ça affaiblit les défenses des applications. Fait que peu importe les sécurités qu'on aurait mis autour, si le core de notre application utilise des systèmes qui sont déjà vulnérables, notre application va être vulnérable aussi. C'est un peu comme une chaîne avec le maillon le plus faible. Fait que on veut s'assurer que tous les maillons de notre chaîne sont solides. Puis une bonne façon de faire ça, c'est d'utiliser des composants qui n'ont pas de vulnérabilité connue. Donc ça, là, c'était pas trop difficile. Puis le dernier élément du top 10, c'est la journalisation et la surveillance qui sont insuffisantes. Il y a plusieurs études qui ont démontré que les brèches, ça prend au-dessus de 200 jours avant de détecter que la brèche s'est produite. 200 jours, c'est le plus qu'une demi-année. Puis, c'est très long. Puis, qu'est-ce que ça permet de faire aux attaquants? C'est d'exploiter plus de systèmes sans aucune opposition. Si on détectait la brèche en dedans de 2 jours, on serait déjà capable d'essayer de patcher nos systèmes, de kick-out les attaquants, de déconnecter tous nos systèmes d'Internet. Comme ça, les attaquants perdraient accès au serveur, puis seraient plus capables d'exploiter plus de systèmes. Fait que ça ici, c'est 200 jours où ce que les attaquants peuvent faire, qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est 200 jours où ce qu'on est blind, on voit rien, puis on n'entend rien. Puis c'est vraiment problématique. C'est de quoi qui n'était pas dans le top 10, dans le top 10 de 2013, mais qui a été ajouté dans le top 10 de 2017, du fait que c'est de plus en plus vu dans toutes les applications web, où ce que souvent, une fois que l'application a été programmée, mettons, avec les meilleures pratiques, puis qu'elle a été déployée, c'est rare qu'ils vont vraiment avoir de la journalisation qui va être faite, puis de la surveillance qui va être faite au day-to-day. Il y a plusieurs techniques qui sont quand même cool pour faire de la surveillance. Souvent, les sites ils vont être sur des plateformes cloud comme AWS. Puis un des indicateurs qu'on peut utiliser qui est vraiment le fun, c'est le prix que ça nous coûte. Fait que, on peut juste regarder combien que ça nous coûte mensuellement. Puis, si, mettons, mon bill de AWS, il me coûte, je sais pas, 250 $. Puis, un autre mois de l'année, mon bill est monté à 300 $ ou il est monté à 500. Mais je sais que j'utilise pas mon abonnement cloud de la même façon que je l'utilisais. Fait que si j'ai fait aucun changement, ça veut dire que c'est pas moi qui est en train de l'utiliser d'une autre façon. Fait que ça peut être un indicateur quand même cool pour trouver que nos systèmes agissent d'une autre façon. Puis là, ça pourrait être, par exemple, on s'est fait facturer plus de CPU parce qu'on a un miner un Bitcoin miner qui est sur notre serveur, puis qui utilise notre CPU à 100% à tous les jours. Puis là, ça pourrait être un indicateur qui fait qu'on voit qu'on a été compromis.
Fait que si on fait un quick recap de tout ça, le core du problème, c'est les entrées utilisateurs. Fait qu'on veut toujours faire attention aux entrées utilisateurs. Ensuite, on veut suivre les bonnes pratiques du top 10. Fait qu'ici, on a vu un peu le top 10 en général. Puis, comme Julien m'a informé tantôt, ben, vous allez faire des exercices de correction du top 10. Fait que vous allez voir vraiment c'est comment qu'on se protège. Puis le dernier point, ben, c'est qu'il faut comprendre les enjeux et s'informer. Fait que le top 10, c'est un point de départ. Il y a un certain nombre d'éléments, puis ça nous dit comment se protéger contre ces menaces-là. Mais il y a beaucoup plus de menaces qui existent. Puis qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? C'est à toutes les fois qu'on développe quelque chose, qu'on met en place un système, il faut se dire comment qu'un utilisateur malicieux ou un attaquant peut abuser qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait que qu'est-ce qu'il pourrait faire que je pensais pas qu'il pourrait faire? Ou d'un autre côté, une question qui est bonne à se poser, c'est qu'est-ce que je veux pas qu'un utilisateur soit capable de faire? Fait que je veux pas qu'un utilisateur soit capable d'accéder à mon compte d'administration. Je veux pas qu'un utilisateur soit capable de détruire mon site web. Fait on peut se dire après ça, comment qu'un utilisateur peut détruire mon site web? Ben, comment il pourrait le détruire? Il pourrait accéder au compte admin. Donc là, OK, comment il pourrait accéder à mon compte admin? Est-ce que mon mot de passe est fort? Est-ce que mon authentification est bien faite? Est-ce que les modules que j'ai utilisés pour faire l'authentification, ils ont des vulnérabilités qui sont connues? Est-ce que j'ai fait mes mises à jour de mes systèmes, tout ça? Puis ça va nous donner vraiment des bonnes pistes pour se bâtir une checklist de qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger. Fait que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, de chercher plus en détail. Fait qu'à toutes les fois que vous utilisez un nouveau framework, une nouvelle technologie, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est mettre le nom de la technologie, mettre Security Pitfall sur Google, puis je vais trouver c'est quoi les endroits où ce que les gens ont tendance à faire des erreurs. Puis, quand j'ai à développer quelque chose, ben, je peux m'assurer de ne pas faire ces erreurs-là à mon tour. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, ben, il y a des événements. Là, vous participez déjà à l'école cyber, fait que vous êtes déjà dans des événements de cybersécurité, fait que c'est vraiment cool. Sinon, il y a le NordSec, le Hackfest, le Montréal. C'est des événements qui reviennent à chaque année ou à chaque mois pour le Montréal. Puis, il y a des ateliers, il y a des présentations, il y a des compétitions. Puis, ça permet de se faire la main, d'apprendre plus sur la sécurité. Sinon, il y a des exercices et des challenges qui existent en ligne, comme Port Trigger, Ring Zero ou Hide the Box. Puis ça, c'est tous des endroits où que vous pouvez tester des failles de sécurité, des problèmes de sécurité légalement. Puis vous n'aurez pas peur que la GRC débarque chez vous. Fait que c'est un gros plus. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on aille faire des exercices? Fait que non, je pense pas. Marc-André, tu vas pouvoir arrêter, je pense, le recording. Oui, tu veux pas enregistrer la démo ou Ben ouais, c'est plus des exercices qui vont être faits tout le monde directement. Là, fait que Ah, c'est pas, OK, c'est pas parfait. vraiment- Ben écoute, j'arrête l'enregistrement à ce moment-là.